Chers auditeurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à Comment survivre. Comme promis, nous continuons donc la deuxième partie de notre épisode qui se nomme La crise ivoirienne à travers les yeux de Sagnan. Et nous allons donc continuer à écouter les très longues péripéties de sa vie à la suite de la crise ivoirienne. Donc ta maman disparaît, tu l'enterres, ton oncle t'a proposé de le rejoindre dans sa structure. Qu'est-ce qui se passe pour toi après? Une fois que ta maman est enterrée, qu'est-ce qui t'arrive? Ma maman est enterrée. Je me dis que j'ai perdu mon père. Très jeune, ma maman a cravaché, elle a bataillé pour me donner une éducation. Donc, moi, je me suis dit que la meilleure manière d'honorer ma maman, c'est de donner aussi une éducation à mes futurs enfants. Donc, c'est ça que j'ai gardé comme souvenir. C'est ce que j'ai gardé comme souvenir. Donc, du coup, je rejoins mon oncle. D'abord, mon oncle qui a promis, je ne vais pas dire, mon oncle qui a promis pouvoir m'aider pour rejoindre sa structure. Bon, ce n'est pas sa structure, c'est Unilever, je vais appeler, c'est Unilever. Tout le monde connaît, peut-être beaucoup de personnes connaissent le groupe Unilever Et en tout en cas, Afrique. moi, je connais. Voilà. Unilever en anglais. Voilà. Beaucoup de personnes connaissent le groupe Unilever en Afrique. Donc, il y travaillait et il fallait déposer ce qu'on appelle mon diplôme pour avoir un stage pour valider parce que le brevet de technicien, tu l'as. Maintenant, tu valides avec un stage. Après le stage, tu fais ton mémoire et c'est en fonction de ton mémoire qu'on te donne le brevet de technicien. Voilà. Tu peux avoir le brevet de technicien, mais pour avoir le diplôme sur soi, il fallait faire un stage avec un mémoire bien pour pouvoir valider. Donc là, je tape à la porte. Pendant le décès de ma maman, à l'enterrement, on a eu plusieurs personnes, un ancien, je peux dire, actuellement, il est encore même directeur cabinet du Premier ministre. Actuellement, il est directeur cabinet du Premier ministre actuellement. Il a été directeur cabinet de Amadou Gon. Toutes ces personnes-là, ils ont été là pour dire que, écoute, parce qu'ils ont grandi à ma maman. Ils m'ont dit que, écoute, on va t'aider, on va vous aider. On sait que votre maman, c'était notre soeur, tout. Mais après, 2 mois après, tout le monde a disparu. Mon oncle même qui devait me donner la possibilité de voir un stage, je lui ai déposé la lettre. Il n'a jamais déposé ma lettre à Unilever. Donc, moi-même, je me suis... Ah là 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 là, c'est pas facile hein, ce que tu racontes. C'est pas facile les relations familiales. Hein. C'est vraiment pas facile. On a un idéal africain qui voudrait qu'on soit solidaire, etc. et autres. Mais j'ai l'impression que je ne peux pas parler de ce qui se passait avant moi parce que j'ai pas fait assez de recherches sur cet aspect-là de l'histoire africaine. Mais je ne sais pas si c'est la modernité ou quoi, ou je ne sais pas si c'est la nature humaine, je ne sais pas. Mais je constate, force est de constater qu'en réalité, cette solidarité-là semble s'arrêter ou varier en fonction des intérêts des uns et des autres. Hein. Tout à fait, parce que moi, ce que je dis, je suis un enfant, j'ai vécu deux aspects différents. Je peux dire, j'ai vécu deux sociétés différentes. J'ai vécu dans deux sociétés différentes. J'ai vécu dans la société en ville, la société au village. Avant, par exemple, quand mon grand-père, quand moi je partais en vacances, quand j'étais très jeune, je partais en vacances. C'est juste une parenthèse, quand je partais en vacances. Et mon grand-père, et puis j'ai fait mon cursus scolaire en premier, c'est-à-dire du CP1 jusqu'au CP2 avec mes grands-parents dans un village. Donc, je connais un peu ce qui s'est passé. Au village, par exemple, quand mon grand-père devait faire un champ, il peut faire 3 hectares de champ et il demande aux gens, juste, il passe dans chaque cour pour demander 2 ou 3 jeunes pour venir l'aider une journée pour venir travailler dans son champ. Et je vous dis qu'on ne payait rien. 5 francs, mon grand-père payait pas. Ces gens venaient travailler juste pour cette journée. Ce que mon grand-père faisait, c'est de payer la boisson et puis la nourriture pour que ce jour-là, ça soit un jour de fête. Et quand je vous dis, les gens vont au champ pour aller travailler sans rien demander, 5 francs. Ils vont finir les 3 hectares de champ sans 5 francs. Donc, je veux dire que oui, la solidarité a disparu. Cette solidarité a disparu. Donc, pour revenir à mon histoire, je vous dis que mon oncle n'a jamais déposé la lettre. Et moi, comme je suis un enfant très éveillé, je vais partir déposer la lettre à Unilever. Et vu qu'ils ont vu ma mention, qui était la mention très bien, pour mon concours, pour les amis des BTS, ils m'ont retenu pour le stage. Donc, j'ai fait 1 mois de stage à Unilever parce que là où moi je travaillais,
c'était différent. C'était un site qui couvrait plus de 6 hectares. 6 hectares de terrain. Donc, il était difficile de se voir. J'ai fait un an, disons, j'ai fait un mois à Unilever sans que mon oncle ne sache que moi je travaille. C'est drôle. J'ai fait un mois, 2 semaines sans que mon oncle ne sache que je travaille à Unilever. Mais dis-moi, donc toi, mais tu es terrible. Tu as fait le stage, tu lui as rien dit. Vous étiez dans la même entreprise, il savait pas. Est-ce qu'il a fini par savoir quand même que tu as été à Unilever? Moi, c'est ça que je veux savoir. Ça arrivait un peu de manière. Au fait, à Unilever, il y a plusieurs trucs. Il y a où on fabrique les pâtes dentifrice, où on fabrique les savons, où on fabrique de l'huile, et puis où on fabrique d'autres produits. Voilà. Donc moi, j'étais la partie où on fabriquait plus des pâtes dentifrice. C'est là-bas que je travaillais. Et il est arrivé que où on fabriquait de l'huile, on avait besoin de moi parce que j'étais quelqu'un de très brillant en termes de contrôle de qualité. Donc, j'étais quelqu'un de très brillant que bon, ok, on va te mettre où on fabrique de l'huile parce que l'huile du Nord avait un problème de qualité à un certain moment. Donc, il fallait qu'on m'amène là-bas et c'est là-bas que mon oncle aussi travaillait. Donc, on m'a amené là-bas et on faisait les services. Il y avait les services qui montaient de 7h à 14h. De 14h à 21h. Maintenant, de 21h à 6h du matin. Donc, c'était départagé ainsi. Et c'était une rotation à chaque fois. Si j'ai fait 6h, 14h, cette semaine, la semaine prochaine. Et du coup, comme lui, il faisait heure normale, qu'on appelle heure normale, c'est lui, il monte à 7h et il descendait à 17h, 16h par là. Voilà. Donc, le jour où je devais faire 7h, 14h, et c'est ce jour, disons 6h, 14h, c'est ce jour-là, on avait un réfectoire où on mangeait dans un réfectoire ensemble. Voilà. Donc, à midi, on s'en va manger. On arrive, tout le monde, parce qu'il faut dire que tous ceux qui travaillaient là-bas avaient plutôt le BT. Ils n'avaient pas le BTS. Donc nous qui avons le BTS, les gens nous voyaient comme les patrons. C'est comme si on était 7 que j'étais en stage, mais les gens me voyaient plus en patron que comment on appelle ceux qui avaient le BT. Voilà. Oui, le BT c'est le brevet technique, alors que le BTS c'est le brevet technique supérieur. Voilà. Donc du coup, quand on s'empâtait manger, on partageait les coins où on devait manger. Il y avait le compartiment de ceux les travailleurs journaliers, c'est-à-dire ceux qui font le travail journalier, qui sont des trucs. Et puis, il y avait les manœuvres. Et puis, il y avait les brevets techniciens qui mangeaient quelque part. Et puis, il y avait les brevets techniciens supérieurs avec les ingénieurs qui avaient leurs espaces pour manger. C'était comme ça, c'était partagé. Donc, moi, je m'en vais manger. Ce jour-là, à midi, mon oncle aussi partait manger. Et lui, il avait le brevet technicien. Il n'avait pas le brevet technicien supérieur. Donc, du coup, il me voit, je prends la nourriture. Quand il m'a vu, il m'a salué. Il dit, mais tu fais quoi ici? J'ai dit, écoute. Quand il m'a dit, tu fais quoi ici? Donc, je lui ai dit non, que je fais, comment on appelle, je suis journalier ici, c'est-à-dire ceux qui mettent soit la pâte dentifrice dans les étuis et puis ils mettent dans les cartons, voilà, que j'étais journalier. Donc, il a cru que j'étais journalier, effectivement. Mais à sa grande surprise, moi, je prends la nourriture et je me mets m'asseoir avec les ingénieurs. Mais tu as un bon caractère, tu es malin, parce que moi, je lui aurais dit, mais comment ça, qu'est-ce que je fais ici, je fais le stage. Mais toi, jusqu'à la fin, tu as été ironique. Tu lui as dit, je suis journalier, et après, tu vas t'asseoir avec les ingénieurs. Je m'assois avec les ingénieurs. À sa grande surprise, presque tous les ingénieurs me connaissaient. Et comme ça. Donc, on sort de là. Il me dit, mais qu'est-ce que tu faisais là-bas? Toi, tu dis, tu es journalier. Il dit, non, je suis journalier. Donc, du coup, le lendemain, il remonte à l'administration. On dit, non, que M. Sanian, c'est celui qui est en train de nous aider pour avoir le ISO, la certification ISO 2009. Alors, en tant que stagiaire, j'aidais déjà à avoir la certification ISO 2009. Donc, du coup, ça l'a vraiment déstabilisé. Stupéfait. Chose bizarre. Ce qui s'est passé, c'est que durant cette épisode, il y a ce qu'on appelle trophée. Trophée, c'est la sauce graine en conserve.
la sauce graine en conserve. Et c'était lui qui était le chef de production de Trophée. C'est une petite histoire que je vous raconte. Voilà. Après, on va arriver au sommet. Oui, parce qu'on est en train de tirer la chose en longueur. C'est tellement intéressant. Donc, du coup, Trophée, j'ai la sauce graine comment on appelle, en boîte de conserve. Donc, les boîtes de conserve, il fallait d'abord laver les boîtes de conserve, sécher les boîtes de conserve avant de mettre la sauce graine. C'était là, quand ça arrive en Europe, c'est déjà pré-cuit. Tu fais cuire un peu, puis tu as la sauce graine. Voilà. Pour ceux qui sont en Europe, pour pouvoir, parce que les Africains qui sont en Europe, ils ont du mal à trouver la sauce graine. Donc, c'était pour eux que c'était destiné. Mais malheureusement, lui, ce jour, il était, parce que la production avait baissé. On avait besoin d'une grosse commande. On avait une grosse commande. Donc, la production avait baissé. Donc, du coup, il n'a pas fait sécher les boîtes qu'ils ont lavées. Ouh là là, ça, c'est une erreur, ça. Voilà. Il a fait sécher, mais pas assez. Donc, il y avait aïe, 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 l'eau qui est restée dans la boîte. Et quand ils ont mis la sauce graine, ça a créé des rouilles. La rouille. Oui, normal. Voilà. Ça a créé la rouille. Donc, ça a créé la rouille, je crois, c'était 3 tonnes. C'était 3 tonnes. Ouais, c'était une grande quantité, c'était 3 tonnes. Et celui qui devait faire le contrôle qualité pour que le produit puisse embarquer pour aller en Europe, il était tombé malade. Et il n'y avait pas de contrôleur de qualité assermenté pour cela. Donc moi, étant en stage, vu que j'avais déjà, j'étais dans le contrôle. Tu étais bon dans ton domaine, on t'avait déjà sollicité. Donc on me demande d'aller faire, comment on appelle, le contrôle pour que le produit puisse embarquer pour aller en Europe. Et du coup, moi, je m'en vais, je fais le contrôle. Je me rends compte qu'il y a la rouille partout. Donc, j'ai dit, OK, moi, je peux pas certifier pour que le produit puisse partir en Europe parce qu'il y a de la rouille et que si ça arrive en Europe, ça va pas durer, ça va se gâter. Du coup, les 3 tonnes devaient être jetées. Qui a le fautif, c'est mon oncle. Oh là 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 là, quelle histoire. Voilà. Donc, il pensait que j'avais fait ça contre lui parce que... Exprès. Voilà. Alors que, en réalité, c'est parce qu'il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes. Voilà. Donc, c'était un peu ça. C'est un conflit entre... Aujourd'hui, le conflit n'est pas encore terminé entre moi et mon oncle. Il y a toujours ce conflit qui existe entre lui et moi parce que moi, j'ai dit que c'est moi, j'ai fait ça exprès alors qu'il n'en est rien. Il n'en est rien. Oh, à mon avis, il sait très bien qu'il a fait l'erreur, mais c'est plus facile d'accuser quelqu'un que d'assumer l'erreur qu'on a fait, surtout quand ça a des conséquences aussi néfastes. Voilà. Donc pour revenir à nos moutons, on revient Unilever, tu fais ton stage. Je fais mon qu'est-ce qui se passe après? Voilà, j'ai mon stage, j'ai fini, j'ai fait mon mémoire. Pendant que je travaillais encore, j'ai fini de faire mon mémoire. J'ai déposé, j'ai eu mon diplôme. J'ai eu un CDD, un contrat à durée déterminée de 6 mois que j'ai fini. Et toujours à Unilever? Unilever. Donc après, on me donnait un contrat déterminé de 6 mois encore. Donc j'étais dans mon contrat déterminé de 6 mois encore. Et que, au fait, ma maman, je reviens sur ma maman parce que ma maman m'a pris comme un protecteur de la famille. Et jusqu'à présent encore, c'est ce que je vis. Je suis comme le protecteur de la famille. Donc, maman m'a pris un peu comme un protecteur de la famille. Je suis le dernier, mais je suis le protecteur de la famille. Et du coup, c'est quoi, dans les années 2008-2009, voilà. J'étais là. Et un jour, je descends du travail. À 20h par là. Voilà. Je descends du travail à 20h. Et je décide de rentrer chez moi à la maison. Moi, j'habitais Yopougon en Anéré. Et mon grand frère, lui, était à la caserne de la gendarmerie des Trois-Rouges. Voilà. C'est dans la même commune de Yopougon, mais ce sont des quartiers qui sont un peu éloignés. Donc, j'ai dit, bon, comme il y a longtemps, j'ai vu mon grand frère, je vais passer chez mon grand frère, lui, le saluer avant de rentrer chez moi. Et du coup, je passe chez lui. Je ne l'ai pas appelé d'ailleurs. J'arrive chez lui. Je vois qu'ils avaient attaché des colas, des gris-gris en fait, je peux dire. Je peux dire des gris-gris, colas et consorts, le truc qui était juste devant sa porte. Avant, il faut me dire, c'est vrai que j'ai grandi au village, mais je ne croyais pas trop en ces choses. Pour moi, je me dis, c'est des choses qui ne peuvent pas atteindre quelqu'un. Je ne croyais pas en ces choses. Donc, du coup, je prends mon pied et je balance ce qui était devant sa porte. Mais chose bizarre. D'habitude, je vais à la maison et puis si je veux venir chez mon grand frère, je viens chez lui le jour où je ne travaille pas. Mais ce jour-là, je ne sais pas ce qui m'a poussé à aller. Et la nuit, quand je dormais, ma maman est venue en songe. Je ne veux pas dire rêve parce que là, c'est un songe. Elle est venue en songe pour me dire merci. Merci de ce que tu as fait parce que tu as sauvé ton grand frère. Elle me dit merci de ce que tu as fait parce que tu as sauvé ton grand frère. Et matin, je me réveille. Du coup, j'ai pas la possibilité de bouger mes orteils. Je suis paralysé.
Attends, donc toi, quand tu as donné le coup de pied sur les gris-gris, tu rentres chez ton frère, tu vois ton frère. Non, j'ai pas vu mon grand frère. Mon grand Oui, frère parce que tu as dit qu'il travaillait, pardon. Donc tu ne le vois pas, il n'y a personne chez lui? Il n'y a personne chez lui. Ni femme, ni enfant, ni rien. Ni femme, ni enfant. Parce que sa femme était, en ce moment, sa femme vit son enfant était à Bobo. D'accord. Et donc tu le vois pas, tu dis bon, il est pas là, j'ai balancé les gris-gris là, je rentre chez moi. Je rentre chez moi. Mais le lendemain matin, tu n'arrives pas, tu sens pas tes orteils. Je sens pas, mais je n'arrive même pas à soulever mes pieds, paralysé complètement. J'arrive pas à soulever mes pieds. Les deux pieds. Les deux pieds, paralysés complètement. Mais en début d'émission, moi j'ai annoncé que tu avais une paralysie faciale. En fait, c'était les pieds. C'était les pieds. Waouh. Je suis paralysé complètement. Donc, la fille de ménage, je lui fais savoir que je n'arrivais pas à m'élever, même pour aller uriner. Elle a cru à une blague du genre, je fais une blague pour pouvoir coucher avec elle. Je lui fais savoir que non, j'étais sûr que j'avais pas la possibilité de m'élever. Elle croyait que c'était toujours une blague. Et elle est partie en me laissant là. Donc, j'appelle mon grand frère, tu viens et tu constates réellement que je n'arrivais pas à marcher. Je n'arrivais pas à marcher. Et là, du coup, c'est parti pour calvaire, quoi. C'était en ce moment en Côte d'Ivoire pour faire un scanner pour savoir ce que tu as au niveau des nerfs. C'était 250 000 francs par scanner. Waouh! Le salaire moyen en Côte d'Ivoire, c'est combien? En ce moment, le salaire moyen en Côte d'Ivoire, c'était 30 000. Oh là 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 là, mission impossible. Voilà. Le salaire moyen était, donc c'était 250 000. Toutes mes économies sont passées. Toutes mes économies. J'ai fait 4 scanners pour savoir ce que j'ai. Mais on n'a jamais découvert ce que j'avais réellement. On n'a jamais découvert ce que j'avais réellement. Là, c'était pas possible. Donc, même pour mes petits besoins, c'était quelqu'un qui devait m'accompagner pour faire mes besoins. Ça a duré combien de temps? Ça a duré environ 9 mois. 9 mois, je veux dire 10 mois. 10 mois, à peu près. 10 mois. Alors que pendant que j'avais ça, il y avait un contrat de CDI qui était préparé pour moi que je devais signer. Mais là, tu es paralysé, tu n'arrives plus à aller au travail. On ne va pas te faire signer un contrat de CDI. C'est clair, c'est clair. Là, c'est compliqué, là. Voilà. J'ai un contrat de CDI qui devait être signé pour moi. C'est plus possible. Donc, durant 9 mois, je vais parcourir tous les hôpitaux qui sont possibles. Je parcours les scanners. J'ai même, il y a ma tante qui travaille dans une agence, dans une banque, qui m'a envoyé même au Maroc pour aller faire des soins. Mais c'est pas possible, ça n'a pas passé. Même les soins qu'on t'a fait au Maroc, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Les Marocains n'ont pas pu dire ce que tu avais. Ils n'ont pas pu dire ce que j'avais. Donc, je suis revenu en Côte d'Ivoire. Bon, il y avait des tantes qui étaient dans le christianisme. Elles m'ont amené dans les cellules de prière. Je vais passer tout ce temps, cellules de prière, tout que consommait. Rien n'est marché. J'avais mon oncle où j'ai fait mon CP1 jusqu'à, je crois, ce où mon grand-père a fait un champ. Parce que mon grand-père, nous on est originaire du centre, mais mon grand-père est venu au sud pour avoir une forêt pour faire le champ de café cacao. Parce que dans le temps, c'était le champ de café cacao qui était au sud. Donc il est venu dans le sud. Il a eu une parcelle pour faire le champ de cacao. On considère cela comme notre deuxième village qui se trouve à Tia-Salé. Donc moi je vais à Tia-Salé. Mon oncle dit bon, mon oncle est venu. Il est venu parce que là j'étais obligé d'abandonner ma maison. J'ai laissé ma maison. Je vivais chez mon grand frère pratiquement. Je vivais chez mon grand frère. Ma maman vient et disons je dis ma maman encore. Oh la vieille, je suis désolé. Désolé la vieille. Donc il y a mon oncle qui vient. Tu me trouves et il me dit j'ai vu ta maman en songe et qu'elle dit que c'est moi qui peux t'aider. Donc moi, je suis venu pour te chercher pour qu'on reparte au village. Waouh! C'était inimaginable pour moi, quoi. Après tout ce que j'ai fait, les études, je dois retourner au village. Mon grand frère me dit, bon, là, je ne sais pas ce que tu vas faire parce que, voilà, tu es handicapé, tu peux pas avoir, on a tous aide pour que tu puisses avoir. Mon pied s'atrophie à chaque fois, c'est comme mes pieds sont devenus très minces, très minces. Mes pieds, parce qu'un muscle qui ne travaille pas, c'est normal qu'il s'atrophie. Donc, mes pieds sont devenus très minces. Voilà. C'était difficile pour m'embaucher, tu peux console. Donc, j'ai dit, ok, pas de souci. Si tel est mon destin, il n'y a pas de souci. Donc, j'arrive au village. Je suis arrivé au village et il y a un monsieur qui nous a vus quand on était petits, tu nous connaissais très bien. Il quittait au champ, qui venait. Quand il est arrivé, il m'a vu et il me dit, écoute, il me dit, mais la personne a été méchante avec toi. J'ai dit, tu parles de qui? Il dit, mais c'est de toi que je parle. Mais votre maman, elle est forte, hein? Et c'est lui qui me dit ça. J'ai dit, mais comment ça? Il dit, mais c'est votre maman qui
qui a sauvé ton grand frère, sinon ton grand frère était mort. J'ai dit, mais de quoi il me parle? Il me dit, tu as chuté quelque chose devant la porte de ton grand frère, non? J'ai dit, chuté comment? Il dit, non, il y avait des courris, de la cola et comme ça. J'ai dit, oui. Il dit, ben, le jour que tu as chuté ça, ta maman, tu n'as pas vu ta maman en songe? J'ai dit, si j'ai vu maman en songe, elle a dit, merci d'avoir sauvé ton grand frère, tout. Mais moi, au fait, je n'ai jamais rapproché cette histoire à ce que je venais tuer. Et le monsieur me dit, mais c'est ta maman qui t'a guidé depuis ton travail jusqu'à chez ton grand frère. Parce que si ton grand frère sortait sur ce truc-là, c'est clair qu'il allait mourir. Waouh! C'était impensable, quoi. Comme si on lui avait raconté quelque chose. C'était impensable. Il dit, ben, écoute, et toi, le songe que tu as eu de ta maman, en fait, tu n'as pas raconté ça aux gens parce que tu n'as pas fait le lien de toute manière. Je n'ai pas fait de lien, pour moi. Donc, c'est pas comme si ton oncle a pu aller dire au monsieur avant que tu arrives, ce genre de choses. Tout à fait. J'ai jamais même raconté à mon grand frère que j'ai eu un songe de ce genre. J'ai jamais. C'est quand le monsieur m'a dit que j'ai fait le lien et j'ai raconté à mes parents pour dire que voilà ce que le monsieur me dit. Effectivement, voilà ce qui s'est passé. Et le gars me dit, ta maman, elle est toujours, malgré qu'elle n'est plus là, mais elle est toujours derrière vous. Elle est toujours derrière vous. Elle vous protège dans ce que vous faites. D'abord, je l'ai pris pour un fou. Et je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Il dit, bon, écoute, demain, je rentre en brousse et puis je te soigne. Tu vas marcher. J'ai dit, bon, j'ai fait les scanners. J'ai fait jusqu'à le Maroc. Toi, qu'est-ce que tu peux venir m'apporter qui va pouvoir Mais monsieur, on ne peut pas être un africaniste et douter. Non, mais dans le moment, j'étais pas. Au fait, avant, j'étais 7-7. J'avais déjà embrassé la religion, comment on appelle, la religion chrétienne. Parce que tu vois. Parce que, avec tout ce qui m'est arrivé et qu'on sort, on m'a fait savoir que c'est avec le Christ que je pouvais avoir la paix. Donc, du coup, je me suis donné à la religion chrétienne et qu'on sort. Tu t'es réfugié dans ça, en fait. Voilà, je me suis réfugié dans ça. Donc, du coup, sincèrement, je ne croyais pas à son histoire. Je me dis, oh, ce gars-là, c'est un charlatan, il va venir me mentir et tout. Mais le monsieur rentre en brousse, et il s'en va, il choisit ses plantes, il vient avec ses plantes, il fait des choses là où il met le canari au feu, et pendant que le canari bout, on met en bas de moi, on installe en bas de moi, on me couvre avec un drap et la vapeur me prend. Premier jour, il a fait. Deuxième jour, le troisième jour, j'arrivais à bouger mes orteils. Avant, je n'arrivais pas, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de connexion entre mes orteils, non. Entre comment je peux appeler ma colonne, comment on appelle ça? Vertébrale avec mon orteil. Il n'y avait pas de connexion. Mais là, du coup, j'arrivais à bouger mes orteils. J'ai dit, tiens, attends, ce jeu-là, il paraît con, mais il est vrai qu'il dit vrai. Donc, j'arrivais à bouger mes orteils. Une semaine après, j'arrivais à plier mes pieds que je n'arrivais pas à plier avant. C'est-à-dire, je ne pouvais pas commander mes pieds pour plier. Il fallait quelqu'un pour plier mes pieds. Il fallait quelqu'un pour tout faire. Mais j'arrive à plier mes pieds. C'était comme si c'était une commande. J'arrivais à plier mes pieds. Du coup, après 2 semaines après, il m'envoie une béquille. Il dit, bon, on va t'apprendre à marcher. J'apprends à marcher. Je marche jusqu'à après je laisse les béquilles et je commence à remarcher. Comme avant. En fait, tu as appris à marcher comme les bébés, quoi. J'ai appris à marcher comme les bébés. Je marche comme avant. Je finis de savoir marcher, tout. Il me dit, bon, écoute, ce qu'on va faire, repas à Abidjan, tu vas te baigner dans la piscine, comme ici, il n'y a pas de l'eau, tu vas te rééduquer parce que la piscine va te permettre de mieux te rééduquer. Il faut marcher dans l'eau parce que quand tu vas marcher dans l'eau, ça va permettre mieux de te rééduquer pour mieux à marcher. Je retourne à Abidjan, je commence à marcher dans l'eau, dans la piscine, et je vois un kinésiste qui me suit, qui suit le traitement avec moi. Tu veux dire un kinésithérapeute, c'est ça? Voilà, un kinésithérapeute qui me suit, qui suit le traitement avec moi. Et du coup, je marche tout. Bon, juste une petite parenthèse encore, c'est que ce monsieur, moi, je demande combien il prend. Il me dit, lui, il prend juste un pot de bandit. Bon, un pot de bandit, le bandit, c'est le vin de palme. Moi, je sais ce que c'est. Voilà. Vas-y, explique aux auditeurs. C'est le vin de palme. Un pot de bandit de 4 litres de vin de palme avec un poulet, un coq rouge.
J'ai dit, attends, moi j'ai fait 250 000 francs de scanner, j'ai pris le billet d'avion pour aller au Maroc. Quelqu'un qui vient me soigner, il dit, mais prends un poulet avec un vin de palme qui ne coûte même pas plus de 5 000 francs CFA. J'ai dit, non, c'est pas possible. Donc du coup, moi je m'en vais chercher un gros coq rouge pour lui, parce que je me dis, écoute, voilà, il me dit, bon, je prends le bandit, je lui donne, il fait ses libations, il donne aux ancêtres pour dire, écoute, le médicament que vous m'avez montré, voilà, j'ai soigné quelqu'un, c'est grâce à vous que je l'ai soigné. Voilà votre boisson, c'est tout. Il m'a donné un poulet, je vais tuer le poulet, on va manger. Il va manger. Quand il a dit il va manger, je me dis, attends, il va manger, qui va manger? C'est lui, il va manger ou c'est moi, je vais manger. Le gars tue le poulet, excusez-moi, c'est un peu drôle, mais c'est la pure réalité que je suis en train de vous raconter. Voilà. Donc, le gars tue le poulet à 5 h du matin et me dit, jusqu'à avant le coucher du soleil, il faut que je finisse de manger le poulet. Hey, c'est quoi ce truc? Et un gros coq, je vous le dis. Un coq, quand je vous dis, c'est un gros coq. Il me dit de manger le poulet avant le coucher du soleil. C'est ce jour que j'ai compris que manger un poulet seul, c'est pas facile. J'ai fait mon possible. Il me dit de ne pas broyer les os. Je mange et il a pris les os qu'il a pris et il a mis ça sur, mais il a brûlé les os, qu'il a mis ça en pâte. Il a écrasé le charbon des os là, qu'il a mélangé avec du beurre de karité et il dit de mettre ça sur mes pieds à chaque fois. C'est ce qui a fait que, et puis il dit, bon, écoute, où tu t'en vas là? Il y a quelqu'un qui viendra te dire pardon. Si tu acceptes le pardon, c'est toi tu meurs. Si tu n'acceptes pas le pardon, c'est lui qui meurt. Celui qui voulait tuer ton grand frère, il va venir te demander pardon. Et quand je suis arrivé à Abidjan, celui qui voulait tuer mon grand frère est venu demander pardon comme le monsieur l'a dit. Tu es sérieux là? Très sérieux. Et tu veux pas nous dire qui c'est trop dangereux, je suppose. Non, c'est trop dangereux, je peux pas dire. C'est trop dangereux. Il est mort? Parce que... Oui, mais il est mort. Il est mort. Il est mort en 2010. Eh ben, quelle il histoire. Il est mort d'une paralysie. Eh ben, bah, ça c'est vraiment le karma juste. Hein. Très juste. Il est mort d'une paralysie. Le gars décède. Là n'est pas le problème. Peut-être cette histoire, mais là n'est pas le problème. Le problème où ça va plus me choquer, c'est que pendant ce moment, j'avais ma copine qui était tombée enceinte de moi. Ah ouais. Pendant que je prenais ma paralysie, ma copine était tombée enceinte de moi. Elle a dit à sa maman qu'elle était enceinte de moi et pendant que j'étais paralysé. Donc sa maman lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec un homme paralysé? Qu'il faudra attribuer la grossesse à quelqu'un d'autre. Ah là là, quelle tragédie. C'est triste. Qu'est-ce qui se passe alors quand elle attribue à quelqu'un d'autre? Je ne sais pas si pendant qu'elle était avec moi, elle était avec ce monsieur, jusqu'à présent, elle a refusé de me répondre. Elle attribue la grossesse à quelqu'un d'autre. Pas de contact avec ton enfant, je suppose. Ouais. Bon, tu l'as déjà vu? Oui, je l'ai déjà vu. Aujourd'hui, j'ai des contacts avec lui. Je l'ai déjà vu. Il est déjà là. Il est déjà venu plusieurs fois. Donc, du coup, il sait que tu es son vrai père. Ouais, non, mais il est parti avec le passeport, avec mon nom, avec ma tante. Il y a ma tante qui est, comment on appelle, qui travaille à la banque. C'est une folle. C'est une folle. C'est une véritable folle. Parce que c'est chez elle que j'étais quand j'ai croisé cette dernière. Donc, on a sympathisé. Et la maman lui dit, écoute, tu ne peux pas donner un enfant à quelqu'un qui est paralysé. Donc, elle attribue l'enfant à quelqu'un d'autre. Bon, moi, j'étais paralysé. Je ne pensais même plus. Elle m'a dit que je savais, les gens me disaient qu'elle était enceinte, mais elle m'a fait savoir que ce n'était pas mon enfant. Bon, moi, je suis enceinte et pardon. Je suis paralysé. Qu'est-ce que j'ai à foutre d'une grossesse qui me dit que ce n'est pas de moi? Qui n'est pas la tienne. Ouais, voilà. Tu t'en fiches. Je m'en fiche complètement, tout à fait. Mais l'enfant naît avec tous les traits de moi. C'est-à-dire, tous ceux qui m'ont connu quand j'étais enfant, savaient très bien que c'était moi. Et ma tante qui m'a connu étant enfant, elle savait que c'était moi. Donc, quand l'enfant a eu 1 an, 1 an par là, 1 an, 2 ans par là, et vu que ma tante et puis cette dernière, ce sont des maisons qui se font face. Donc, j'ai mes cousines qui vont chercher l'enfant, puisque c'est leurs camarades qui viennent à la maison souvent. Donc, une fois ma tante voit l'enfant, et puis elle regarde, elle dit non, mais c'est pas possible. Elle dit non, mais ça, c'est Sania qui est là. C'est pas possible, ça, c'est Sania. Et du coup, elle va chez la fille, elle appelle la fille, elle dit à la fille, elle dit, tu es sûr que l'enfant là n'est pas de Sania? Elle dit non, c'est pas de Sania. Elle dit non, c'est pas possible. Que c'est Sania qui est là? Elle dit non, c'est pas de Sania. Elle a dû coincer la fille jusqu'à ce que la fille lui dise la vérité, qu'effectivement, au moment où elle prenait la grossesse, moi, j'avais ma paralysie. Et elle en a fait qu'à sa maman lui a demandé d'avorter, mais elle ne voulait pas avorter. Donc, sa maman lui a dit, comme tu ne veux pas avorter, il faut trouver un autre père à ton fils, à part celui-là. Il faut dire, c'est une famille aisée.
une famille aisée, beaucoup aisée. Une famille très connue en Côte d'Ivoire d'ailleurs, que je ne vais pas révéler le nom. Une famille très connue en Côte d'Ivoire. Famille aisée. Donc, du coup, la mère n'a pas accepté qu'on quitte. Et ma tante en question, elle, quand je vous le dis, c'est une folle, c'est une folle. Elle est partie. Elle dit, écoutez, je ne sais pas comment vous allez faire, mais cet enfant-là, c'est mon petit-fils. Et tout ce que vous allez faire, ça ne me regarde pas. Si vous voulez, on fait le test ADN, c'est pas mon petit-fils, vous le prenez. Mais si c'est mon petit-fils, moi, je le garde. Et la maman de ma belle-mère, qui voulait vraiment montrer que c'est pas de moi, elle fait un test ADN. Mais elle voulait truquer le test ADN. Malheureusement pour elle, ma tante a été plus maligne que elle. Bandit reconnaît bandit. Fou reconnaît fou. Fallait prendre les résultats du test ADN avec ma pièce d'identité bien même avant même que ma belle-mère ne soit à l'hôpital. Et ça s'est avéré que j'étais son père. On a changé les papiers. Là, ce qui va me faire le plus mal, c'est que au moment où je suis que quand on a fini de changer les papiers, l'enfant porte mon nom, tout. Ma belle-mère prend l'enfant et puis sa mère les amène aux États-Unis. Waouh! Vous imaginez, depuis mon fils avait 11 ans. Quand il a eu 11 ans, je me voyais. Je voyais, disons, il avait eu 8 ans, je ne l'ai pas vu. C'est à 10 ans que je l'ai vu la première fois. Je l'ai vu quand il était petit, mais quand il est parti, c'est à 10 ans que je l'ai revu. Dieu merci, l'année passée, je crois qu'il était là en vacances. On en a causé tout. Cette année, on s'échange, on parle, on cause, mais c'est pour dire que voilà un peu ce que j'ai vécu. Voilà ce que j'ai vécu. Merci beaucoup pour ton témoignage qui était très riche en émotions. Tu as vécu la guerre, tu as vécu la perte d'une maman, tu as vécu les soucis de santé, tu as vécu une paternité volée. Qu'est-ce que tu retires de tout ce que tu as vécu? Ce que je retiens est que la vie, on ne peut pas prédire l'avenir. C'est impossible de prédire l'avenir. On peut naître d'une famille aisée et puis se retrouver dans les difficultés les plus absolues. On peut naître d'une famille pauvre et puis se retrouver dans l'aisance. On peut naître d'une santé de fer et puis se retrouver paralysé. On peut naître en bonne santé et puis avoir le lendemain la santé qui bascule. Tout ce qu'on doit garder est que tant qu'on vit, il faut savoir que le destin nous joue des tours. Et quand le destin nous joue des tours, il ne faut jamais baisser les bras. Merci beaucoup pour ces beaux mots. Voilà. Est-ce que tu peux... Le titre de l'émission, c'est quand même Comment survivre. Comment tu as survécu? Grâce à quoi tu as survécu? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te battre malgré toutes ces choses horribles qui te sont arrivées? En première des choses, je peux dire qu'il y a 3 choses qui m'ont donné envie de me battre. Il y a 3 choses qui m'ont donné envie de me battre. D'abord, il y a le sacrifice de ma mère. Le sacrifice de ma mère qui a tout perdu en 92, qui pouvait faire comme des autres femmes, chercher à se remarier et puis s'en foutre. J'ai connu des amis qui étaient dans ce cas, s'en foutent de ses enfants qu'elle a eu avec un défunt père, qui sont devenus des délinquants, des drogués, des voleurs après. Mais ma maman a fait un sacrifice pour me scolariser. Du coup, quand ce problème arrivait à ma maman, je me dis que je me devais de honorer le sacrifice qu'elle a fait. Et c'est ce qui m'a poussé à bosser pour avoir mon bac. En deuxième lieu, je veux dire, quand on devient ami, quand on devient homme, qu'on affronte certaines réalités, que ce soit au boulot ou bien de la famille, il ne faut pas dire qu'on a une famille, ou bien on a des amis, ou bien on a de la connaissance, ou bien on est trop doué pour rester cloîtré dans son coin et attendre que les choses nous tombent dans la main. Non, il faut aller au-delà de ce qu'on est, de ce qu'on a pour pouvoir avoir ce qu'on cherche. Et c'est ce que j'ai fait avec mon oncle, que j'arrive à être embauché, disons, avoir mon stage à Unilever et avoir des CDD au niveau de Unilever. La troisième chose que je retiens est qu'on peut être lancé, on a une carrière devant nous, on a tout ce qu'il nous faut devant nous. Mais quand le destin prévoit quelque chose pour toi, il est difficile d'échapper. Et quand ce destin-là veut que tu passes par des moments difficiles ou bien par des expériences que tu ne peux même pas imaginer que ce soit vrai qui t'arrive, il faut toujours croire qu'il y a un lendemain meilleur. Et ce lendemain meilleur, tant que tu vas en toi pour te donner cette possibilité de pouvoir avancer, de pouvoir dire que oui, demain ne sera pas comme aujourd'hui, tu ne peux jamais atteindre ce lendemain meilleur. C'est vrai, j'étais paralysé, mais j'ai gardé la foi qu'un jour je vais marcher. Je savais ça, je vous ai pas dit, mais peut-être j'ai gardé cette foi qu'un jour j'allais marcher. Et cette foi-là m'a permis de un jour renouveler
avec mes membres. Aujourd'hui, je cours, je gambade, je saute. C'est parce que cette femme a existé. Et ce même destin, il m'a éloigné de mon fils parce que j'étais paralysé. Mais ce même destin a permis qu'aujourd'hui, c'est vrai que je ne sais pas le père à fils j'aurais rêvé avoir avec mon enfant pour le moment. Mais je me dis que d'un moment à l'autre, ce sont des choses qui vont arriver. Parce qu'aujourd'hui, mon enfant, il est en classe de terminale aux États-Unis. On échange par moment. Donc, je me dis, ce sont des choses qui vont se faire. Donc, ma vie est tout un témoignage. Ma vie est c'est beaucoup de choses que j'ai vécues, c'est beaucoup de choses que j'ai traversées. Mais je garde en tête que quand le destin décide de te jouer des tours, seul Dieu, qui est notre créateur, peut te dire là où tu vas finir. Et tant que j'aurai le souffle de vie, je vais me battre à ce que mon idéal, qui est de rendre ma maman fière, de pouvoir donner une éducation propre à mes enfants, vont demeurer mon leitmotiv pour pouvoir atteindre ce que je cherche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, Sagnan. C'était un témoignage très, très, très riche. Je ne m'attendais pas à découvrir tous ces aspects de ta vie. Je pense que moi-même, qui suis l'animatrice de l'émission, je vais garder ces conseils très, très, très jalousement parce qu'ils me serviront à moi-même. Et j'espère bien les partager avec ceux qui me sont proches et qui me sont chers. Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout parce qu'il est très long. Il est coupé, il a été divisé en plusieurs fois parce que sinon c'est un peu difficile de retenir l'attention des personnes occupées ou alors qu'ils veulent pas passer beaucoup de temps à écouter un épisode. Mais je vous remercie d'avoir fait l'effort. J'espère vous retrouver très vite sur tous les réseaux sociaux que j'ai mentionnés en début d'émission. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous aussi vous voulez partager vos histoires. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne nuit parce que c'est la nuit chez moi. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour un 4e épisode. Au revoir, Sagnan. Au revoir. Merci. Merci.